À l'approche de la fin de ce parcours, nous souhaiterions terminer par quelques modules par localisation, en commençant par les tumeurs et pseudo-tumeurs de la main. Nous allons le voir, la main et le poignet hébergent en effet une grande majorité des tuméfactions des parties molles à reconnaître en imagerie. Ce module sera donc l'occasion d'une révision générale de l'ensemble des points essentiels à retenir de ce parcours. Nous l'avons déjà dit, la grande vedette de ces tumeurs et pseudo-tumeurs de la main est sans conteste par leur fréquence les kystes arthrosynoviaux. Ils représentent en effet l'immense majorité des lésions explorées en routine clinique au niveau du poignet de la main. Ces kystes se caractériseront bien volontiers par leur aspect typiquement liquidien, au contact desquels il faudra, dans l'idéal, repérer l'existence d'un pertuis en direction d'une articulation sous-jacente. Pour rappel, les localisations dorsales au poignet sont les plus fréquentes et représentent 70% des kystes arthrosynoviaux, tandis que les kystes palmaires du poignet en représentent 12% et les kystes des doigts, et des racines des doigts en particulier, en représentent 13%. Pour rappel également, le pertuis des kystes dorsaux du poignet vient, dans une grande majorité des cas, 90%, de l'environnement du faisceau dorsal du ligament scapho-lunaire, tandis que sur le versant palmaire du poignet, eh bien, ces kystes émanent dans 65% des cas de l'articulation radio-scaphoïdienne ou scapho-lunaire. Cette localisation plaçant les kystes au contact du nerf médian dans certains cas, mais surtout de la gouttière du pouls et de l'artère radiale. Si l'on observe encore pour rappel un kyste dorsal, on le verra partir dans des espaces de moindre pression, souvent sur le versant dorsal du poignet, à l'interface entre les tendons extenseurs qui sont séparés, tandis qu'en profondeur, il faudra savoir rechercher un petit pertuis, en général en direction du faisceau dorsal du ligament scapho-lunaire, pertuis visible dans un plan axial ou dans un plan longitudinal. Si l'on s'intéresse maintenant aux kystes palmaires, nous pourrons là encore les identifier de forme uniloculaire ou multiloculaire, de caractère anéchogène typiquement liquidien, tandis que dans le plan axial, le balayage nous permettra d'aller chercher le pertuis, ici en direction manifestement de la gaine du fléchisseur radial du carpe, situation en fait relativement fréquente, cette gaine communiquant elle-même en profondeur avec l'articulation radiocarpienne. Les rapports entre ce kyste arthrosynovial et les éléments adjacents, à commencer par l'artère radiale, mais également le nerf médian, pourront être explorés par l'échographie. Enfin, si l'on regarde au niveau de la main, on rappellera la forte prévalence, en particulier chez la femme jeune, de ces petits kystes d'époulis digitales siégeant volontiers à la racine des doigts et en particulier sur les 3e et 4e rayons, petits kystes qui seront, puisqu'ils sont au contact de la gaine mais pas du tendon, immobile. Lors de la mobilisation passive de nos tendons, le kyste reste bien en surface. C'est toute la différence avec les hypothétiques kystes intratendineux qui eux sont nettement plus rares et viendront coulisser avec le tendon lors des manœuvres dynamiques ici sur un tendon extenseur. Deuxième tumeur fréquente au niveau de la main, c'est la cause la plus fréquente de lésions tissulaires d'une extrémité, que ce soit la main ou le pied, est la seconde cause de tuméfaction après le kyste dans certaines séries. Pour rappel, la localisation préférentielle sera le versant palmaire ou dorsal des 3 premiers rayons, même si toutes les localisations sont en fait possibles. Et pour rappel également, il existe bien une forme focale typiquement centrée sur une gaine tendineuse et une forme diffuse émanant souvent d'une articulation sous-jacente pour s'extendre au sein de l'environnement d'un tendon ici extenseur. Pour rappel aussi, sur le versant palmaire en particulier, les lésions sont au contact des gaines synoviales, elles sont volontiers légèrement polylobées dans 60% des cas et seront, et c'est une différence importante avec la maladie de Dupuytren, toujours au contact de la gaine tendineuse et de son environnement. Fort de cette expérience, on identifiera donc volontiers cette tumeur tissulaire au contact d'une gaine tendineuse de fléchisseur qui va ici se promener au sein du doigt pour faire le tour du rayon, comme c'est fréquemment le cas. Le caractère polylobé est bien identifié dans les différents plans, tandis qu'en échographie, un aspect similaire est retrouvé. Le diagnostic de présomption est celui d'une tumeur à cellules géantes, mais qui nécessitera toutefois une confirmation par biopsie, souvent réalisée par le chirurgien sous forme d'une biopsie exérèse d'emblée.
Évoquons maintenant la forme diffuse qui elle aussi va aller se promener autour des tendons qui seront volontiers circonscrits par la lésion et dont l'origine profonde et articulaire est en fait généralement suspectée au niveau des extrémités. La troisième tuméfaction à bien connaître, de par sa fréquence, est la fibromatose palmaire. Elle résulte de la prolifération fibreuse de la ponévrose palmaire et de ses différentes couches, générant des nodules et des cordes qui pourront être rétractiles lorsqu'elles intéresseront les fibres spiroïdes et partiront vers le squelette fibreux des doigts. Les trois derniers rayons sont le plus souvent atteints. Si ce diagnostic est volontiers clinique, l'échographie peut, dans certains cas, être demandée pour établir un diagnostic différentiel avec d'autres tumeurs comme la tumeur à cellules géantes. La caractéristique ou les caractéristiques principales de cette fibromatose sera une localisation dans la ponévrose, donc à distance de la gaine tendineuse par opposition à la TCG, tandis qu'une organisation plus ou moins fibrillaire et longitudinale sera également d'une grande aide au diagnostic. Pour illustrer ces deux caractéristiques, voyons ou revoyons le cas de ce patient avec petite ombilication cutanée du fait d'une extension superficielle. Lorsque l'on regarde bien cette lésion, on voit qu'elle est à distance de la gaine tendineuse. Il existe bien du tissu sain et graisseux à l'interface, tandis que l'organisation longitudinale peut être attestée par l'analyse dans le grand axe de ce qui était une petite corde en développement. La même constatation est faite en IRM avec présence d'une interface caractéristique et graisseuse entre la lésion et les gaines tendineuses sous-jacentes. Quatrième tuméfaction à bien connaître, le kyste épidermoïde. S'il siège le plus souvent sur la peau glabre, que ce soit au niveau du tronc ou au niveau de la face, peut également intéresser les extrémités. Les caractéristiques et les particularités à la main résident souvent dans l'origine post-traumatique à bien connaître de ces lésions qui pourront par invagination d'un tissu épidermoïde au sein du tissu sous-cutané profond favoriser l'émergence de ces kystes. Lorsque ces plaies seront profondes, eh bien ces kystes pourront pénétrer au sein de l'os et c'est une grande caractéristique. On rencontre des formes tout à fait typiques mais également facilement à la main des formes un peu compliquées, un peu inflammatoires du fait des pressions souvent générées en particulier sur la paume de la main lors d'activités manuelles. Les caractéristiques principales de ces kystes épidermoïdes seront l'existence, toutefois rare dans 15% des cas, d'un petit pertuis en surface, mais surtout et avant tout d'un amincissement du derme en regard, présent dans plus de 90% des cas, et qui signe l'origine dermique de cette lésion. Pour terminer, on rappellera l'aspect de pseudotestis qui n'est pas censé, dans l'immense majorité des cas, accueillir de Doppler couleur en son sein. La présence de Doppler couleur devant faire suspecter une très rare forme compliquée, mais surtout un diagnostic différentiel orientant vers une biopsie éventuelle. Voici l'illustration de ce que nous venons de dire, avec présence ici d'un kyste épidermoïde du versant dorso-médial d'un cinquième rayon, avec aspect caractéristique d'un halo périphérique, contenu finement homogène dit de pseudotestis, absence de vascularisation au sein de la lésion, le caractère sous-cutané de cette lésion étant attesté par l'existence d'une mobilité entre cette dernière et le plan aponévrotique profond. Nous l'avons dit, une pénétration au sein de l'os est tout à fait possible avec présence de ce type de lacune qui est un diagnostic différentiel de la tumeur glomique que nous évoquerons en fin de ce module ou diagnostic différentiel d'une éventuelle ostéomyélite. Le caractère relativement liquidien mais surtout cette prise de contraste annulaire et périphérique orientée grandement vers le diagnostic de kyste épidermoïde. Cinquième entité à bien connaître qui est en fait extrêmement fréquente en pratique de ville, qu'elle relève d'un muscle accessoire comme un muscle magneux éventuel, générant une petite tuméfaction du versant dorsal du poignet, tuméfaction molle, et dans laquelle en imagerie on reconnaît une architecture typiquement musculaire, dite de ciel étoilé dans un plan axial, ou typiquement musculaire, et fasciculé dans un plan longitudinal, comme on le voit ici. L'IRM confirmait le signal parfaitement musculaire de cette image. Un diagnostic différentiel également fréquent serait par exemple un petit os styloïdéum sur le versant de la main proximale.
En voici l'illustration, patient se présentant en consultation avec une tuméfaction qu'il n'avait pas véritablement constatée dans le passé, mais que finalement vous allez identifier en échographie avec présence d'une synchondrose à l'interface avec la base du deuxième métacarpien. L'image était retrouvée sur les radiographies, le diagnostic est posé, diagnostic formel de bénignité. Le sixième type de tuméfaction classique au niveau de la main, et en particulier au niveau de la main, est effectivement la malformation veineuse, avec sur les radiographies ou en échographie de typiques petits phlébolites à bien reconnaître en imagerie, tandis que en IRM, l'aspect caractéristique de sac de verre de signal relativement élevé sanguin en T1, d'hypersignal T2 intense en T2 avec prise de contraste en mode après injection. Le diagnostic était ici relativement facile. Rappelons que ces malformations veineuses, si elles génèrent des phlébolites à distance, sont préalablement, et c'est en fait assez fréquent, le siège de phénomènes thrombotiques aigus plus ou moins symptomatiques. Et voici l'illustration de ce sac de verre dans un plan longitudinal. Nous avons également insisté sur l'importance de distinguer ces malformations veineuses typiques, fréquentes et d'assez bon pronostic des malformations artério-veineuses de pronostic bien plus sombre et qui se caractérisent quant à elles par la présence d'un flux rapide en échodoppler pulsé et de flavoïdes en pondération T2 en IRM. Pour terminer avec ces malformations veineuses, montrons un cas de thrombose aiguë chez un jeune patient qui se présente avec une douleur antérieure de l'avant-bras gauche et augmentation de volume. Ce patient avait déjà été examiné cliniquement dans le passé pour des tendinites à répétition. Le tableau est là nettement plus aigu, il est en fait celui d'une thrombose avec léger fébricule, franche limitation motrice et même déformation des doigts en griffe. Lorsque vous posez la sonde aux urgences et que vous analysez cet avant-bras en face des douleurs, vous allez reconnaître des formations tubulées qui, ici, ne sont pas anéchogènes pour une raison simple, c'est qu'elles sont en fait dans une grande majorité thrombosées, mais l'aspect vasculaire de cette image ne fait aucun doute, il n'y a pas de flux artériel en échodoppler, et en IRM on reconnaît des formations endoluminales représentant manifestement des thrombies organisées. La corrélation en imagerie vous avait déjà été montrée avec ces images ne se rehaussant pas tubulées au sein de formations elles-mêmes tubulées. Il s'agit bien d'une thrombose aiguë sur malformation veineuse de l'avant-bras distal. Le septième groupe de lésions à connaître correspond aux lésions des pédicules vasculo-nerveux, que ce soit les petits nerfs de la main ou les petites artères de la main. Si l'on parle des nerfs, on parlera surtout des névromes qui sont volontiers exposés au traumatisme et se traduiront par un renflement fusiforme ou plus rarement un moignon sur un petit pédicule nerveux comme cette branche du nerf radial. N'oublions pas la possibilité, puisqu'on parle des nerfs, d'éventuelles tumeurs neurogènes, que ce soit des neurofibromes ou des schwannomes, dont la caractéristique, outre une orientation relativement longitudinale, sera de montrer une connexion proximale et distale avec un nerf adjacent, signant ou suggérant la nature neurogène de la lésion. Nous avons parlé des lésions traumatiques des nerfs, les mains sont très exposées, et bien les artères des mains le sont tout autant, et rappelons la possibilité d'un pseudo-anévrisme. Là encore, ce qui signera le diagnostic, ce sera de pouvoir montrer la connexion entre la tuméfaction palpée et la petite artère adjacente. Artère manifestement traumatisée dans un tiers des cas ou traumatisée de façon plus insidieuse et répétée dans les 2 tiers restants des cas pour rappel. Enfin, précisons pour terminer avec cette gamme des lésions fréquentes au niveau des mains, rappelons, 8e entité, que les lipomes sont en fait relativement prévalents en vous remontrant le cas de ce patient avec tuméfaction de l'éminence ténare profonde qui avait généré une compression du nerf médian et dont la nature graisseuse avait pu être affirmée par l'échographie, mais également une IRM complémentaire réalisée. Il s'agit ici d'un lipome simple, mais rappelons au niveau des mains la forte prévalence, bien que cette entité reste relativement rare, des lipomatoses intraneurales qui peuvent en particulier toucher le nerf médian et ses branches et s'associent dans près de 1/4 à 3/4 des cas à une macrodactylie, entité clinique à bien connaître. Pour terminer, précisons que les angéolipomes, formes variantes de lipomes, sont dans la littérature comme dans la réalité relativement
fréquentes au niveau des mains. Alors nous l'avons vu, l'ensemble de ces particularités, de ces anomalies peuvent se rencontrer un peu partout au niveau de l'organisme, même si les tumeurs à cellules géantes et la fibromatose palmaire en sont grandement spécifiques. Il existe une entité encore plus spécifique des extrémités, et en particulier des mains que nous allons détailler ici. Il s'agit de la tumeur glomique. Ces tumeurs glomiques, de quoi relèvent-elles? Eh bien, elles se développent à partir, et leur nom l'indique, du glomus neuromyo-artériel qui siège au sein d'anastomoses artériole-vénule via les capillaires et qui ont une fonction de thermorégulation. Les choses étant bien faites, ces thermorégulateurs sont placés sur des capteurs les plus exposés à l'air libre que sont justement les mains et les pieds. Du fait de leur nature vasculaire peut-être, eh bien ces tumeurs glomiques sont considérées comme typiquement richement vascularisées, mais attention, attention, disons-le ici, dans certains cas, elles le sont nettement moins. La taille de ces tumeurs est souvent volontiers limitée. La taille moyenne est en effet entre 3 et 10 mm, mais attention, certaines lésions peuvent être de diagnostic difficile, non seulement parce que, nous le verrons, elles ne sont pas si richement vascularisées, mais aussi parce qu'elles sont de toute petite taille, 10% des lésions mesurant moins de 2 mm de diamètre, rendant leur détection par l'imagerie un peu difficile. Le tableau clinique est souvent caractéristique. Cette maladie touche volontiers les femmes d'âge moyen de 30 à 50 ans qui se plaindront de douleurs typiquement aggravées par les traumatismes directs mais également le froid. Lorsque, dans 75% des cas, ces tumeurs glomiques siègent au niveau des mains, les autres siégeant volontiers au niveau des pieds, eh bien ces lésions seront très distales, rarement sur le versant palmaire et pulpaire du doigt, mais plus volontiers sur son versant dorsal et en position sous-inguéale. Il faut le savoir, ces tumeurs glomiques peuvent être multiples dans 3% des cas. Ainsi, cliniquement, c'est sous l'ongle qu'on cherchera volontiers la tumeur glomique, sous forme d'une petite coloration focale bleue ou rouge du lit de l'ongle, douloureuse à la palpation, avec, lorsque la lésion siège proximalement au sein de la matrice, l'existence d'une déformation, d'un creusement de l'ongle assez caractéristique. Mais attention, attention, dans une immense majorité des cas, cliniquement, il n'y a rien à voir chez la patiente. En revanche, le terrain, les douleurs distales, l'aggravation par les traumatismes et le froid doivent faire évoquer le diagnostic. Lorsque ce diagnostic est suspecté, il faudra savoir passer à l'imagerie en commençant par les radiographies. Radiographies souvent normales mais qui dans 25% des cas montreront une petite érosion osseuse qui peut être caricaturale dans certains cas ou qui peut être plus discrète. L'aviez-vous noté dans ce cas sous forme d'un grignotage par l'extérieur de notre cortex distal d'une phalange. Il faudra ensuite passer à d'autres modalités d'imagerie que pourront être l'échographie qui montre dans certains cas un nodule hypoéchogène, parfois richement vascularisé, mais le gold standard pour ces tumeurs glomiques est incontestablement l'IRM. Lorsque le diagnostic est suspecté, que les douleurs sont très distales, ne pas hésiter à utiliser une antenne loupe qui présente un tout petit fauve, souvent de 40 mm, mais offre une résolution spatiale tout à fait intéressante. Cette antenne loupe s'intéressera donc à l'extrémité du doigt, on l'a dit, la lésion y siège le plus souvent, regardera bien le versant pulpaire de ce doigt pour rechercher ces toutes petites lésions, parfois inférieures à 2 mm et parfois multiples, nous l'avons dit. On recherchera quoi? Eh bien, un nodule bien défini, quand même souvent de taille correcte, entre 3 et 10 mm, qui, dans la littérature, vient éroder l'os beaucoup plus fréquemment que ne veut le laisser croire les radiographies, puisque dans 82% des cas, un contact et une érosion superficielle du cortex est noté. En voici l'illustration, topographie sous-inguéale d'un petit nodule qui sera de signal volontiers faible en pondération T1, volontiers élevé en pondération T2, tandis que la prise de contraste, en tout cas dans les livres, est intense, en tout cas dans les livres, car dans notre pratique, attention, attention, des tumeurs glomiques peuvent dans certains cas mal se rehausser, comme l'avait montré Theumann dans un article Princeps de Radiology. Il existe tout de même un certain nombre de difficultés à identifier ces tumeurs glomiques lorsqu'elles sont non pas pulpaires mais ailleurs sur le doigt, lorsqu'elles sont toutes petites et inférieures à 2 mm, lorsqu'elles sont peu vascularisées et ne se rehaussent que peu, ou lorsqu'elles sont multiples et que vous vous concentrez sur l'une des lésions et que vous en ratez une autre. Ainsi, la récidive est possible et dans une série de drapés, eh bien, sur 97 cas, une récidive était rencontrée dans un tiers des cas.
Lorsque cette série analysait leur aspect, eh bien, elle montrait bien le caractère assez hétérogène, avec dans certains cas des marges mal définies, avec un signal T2 qui n'était pas caractéristique, avec un rehaussement qui était effectivement faible. Au total, la situation devient difficile lorsqu'il s'agit de différencier une récidive ou une persistance d'une tumeur glomique d'une cicatrice fibreuse. L'auteur, Jean-Luc Drapé, proposait alors l'utilisation de séquences 4D qui pourraient aider à détecter ces lésions récalcitrantes. Pour terminer sur ce chapitre des tumeurs et pseudotumeurs de la main, rappelons-le ici une nouvelle fois, avant un module consacré pour terminer ce parcours, les sarcomes des extrémités sont possibles, ils sont en fait exceptionnels, mais le caractère dur de cette lésion, sa croissance rapide, sa prise de contraste intense et son aspect peu caractéristique cliniquement et en imagerie d'une autre tumeur ou entité bénigne faisaient suspecter le diagnostic de sarcome et la biopsie avait prouvé la nature de cette lésion à type de sarcome traité chirurgicalement par exérèse très large. Alors au total, il est difficile de juger de la proportion exacte de ces différentes lésions dans notre pratique quotidienne. Ceci dépend bien sûr de l'endroit où l'on travaille. Si l'on travaille en ville, on verra probablement beaucoup de kystes, beaucoup de fibromatoses, beaucoup de kystes épidermoïdes, d'os et muscles accessoires et moins de sarcomes. A l'inverse, si l'on travaille en centre spécialisé, on verra peut-être un peu plus de malformations veineuses, de pseudo-anévrismes, de tumeurs glomiques ou de sarcome. Quoi qu'il en soit, si l'on se réfère à cette série de Capella Steghi portant sur 134 cas, eh bien, le kyste arthrosynovial était incontestablement la vedette, suivi par la tumeur à cellules géantes dont on rappelle quand même la fréquence, mais également, et ceci relève bien et traduit bien ce que l'on voit en pratique quotidienne, des diagnostics différentiels, des pseudotumeurs tendineuses ou des arthropathies peuvent générer des grosseurs sur ces extrémités qu'il faut savoir affirmer en imagerie. La malformation veineuse n'est pas si rare, on l'a dit. Les os et muscles accessoires relèvent également de pseudotumeurs relativement simples à démembrer. Le lipome n'est pas si rare également au sein de la main, en particulier dans l'éminence ténare. Enfin, les kystes épidermoïdes représentaient près de 2% des cas. Voici donc une représentation assez grossière de ce que nous rencontrons en pratique quotidienne. Les fibromatoses, quant à elles, sont en fait, il faut le dire, moins explorées en imagerie du fait de leur caractère relativement typique cliniquement dans des mains entraînées. Au total, le premier point fort à retenir est que la main et le poignet hébergent en fait la grande majorité des tumeurs et pseudotumeurs reconnaissables en imagerie décrites au sein de ce parcours. Le second point fort à retenir est que les kystes, les pseudotumeurs d'origine articulaire, tendineuse et anatomique, les tumeurs à cellules géantes et les malformations veineuses comptent manifestement parmi les lésions les plus fréquemment explorées en imagerie. Le troisième point fort au niveau de la main est qu'au moindre doute, la biopsie s'impose afin de ne pas méconnaître un diagnostic rare mais grave de sarcome. Dans le prochain module, nous nous intéresserons également brièvement aux tumeurs et pseudotumeurs du pied et de la cheville. Je vous remercie de votre attention.